France Inter. It's morning edition from NPR News. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un jour à Hollywood ce soir. I made my first movie in 1958. It was the tail end of McCarthyism, when so many careers were destroyed. Today, it's helpful to remember, though, that Hollywood resisted. This is big time serious, folks. So let's be brave. Big Time Serious, c'est ce que dit Jane Fonda, c'était tout récemment aux SAG Awards. Elle dit, j'ai joué mon premier film en 58, c'était pendant le McCarthyisme. On a détruit des carrières, Hollywood s'est battu, mais soyons courageux. Bonsoir Jordan Mincer. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes critique au Hollywood Reporter. On va rejoindre Corinne Pellissier qui est déjà à Hollywood dans un petit instant. On l'entend, Jane Fonda, à l'instant, elle fait du Jane Fonda aussi, parce qu'on sait ce qu'elle a été politiquement. Elle a donné de la voix, est-ce que c'est ça qu'on entend et qu'on attend de la cérémonie des Oscars, ou est-ce que justement l'atmosphère dira plutôt profil bas, n'insultons pas l'avenir? Oui, moi je m'attends à plutôt un profil bas avec quelques discours contestataires. Mais je pense que pour l'instant, Hollywood, c'est pas trop où il se trouve dans un nouveau pays et aussi dans un Hollywood qui est en crise, on peut dire, financièrement. Et on y viendra à la crise financière d'Hollywood grâce à Corinne Pellissier. Et en même temps, elle a raison. Ils ont connu le McCarthyisme. Hollywood a eu vraiment cette période-là. Est-ce que c'est ça l'atmosphère aussi? Il y a une espèce d'atmosphère de McCarthyisme à Hollywood, quelque chose qui dit la moitié de la ville peut perdre son boulot? Mais je pense pour l'instant, en fait, il y a eu plusieurs crises. Il y a eu la crise de Covid, il y a eu la crise des grèves, il y a presque 6 mois de grèves, puis il y a eu les incendies il y a quelques mois. Donc en fait, c'est plutôt une crise après l'autre qui a fait que Hollywood est très affaibli aujourd'hui. Avec l'arrivée de Trump, moi, je pense plutôt qu'il veut tout faire, en tout cas, les studios vont vouloir tout faire pour faire en sorte que ça se passe bien, parce que déjà, ils sont dans une position de faiblesse. Ça veut dire qu'on entendra potentiellement les Meryl Streep, les De Niro, j'en sais rien, ceux qui n'ont rien à perdre. En gros, c'est ça que ça veut dire. Oui, ceux qui viennent de la génération des années 70, surtout, qui était une génération contestataire, où des films, même produits par le studio, étaient des films qui pourraient être critiques du président, des assassinats, des complots. Déjà, on n'a pas vu ça à Hollywood depuis très longtemps. Ouais. Quand on voit le film aux Oscars, c'est pas des films qui sont des films politisés. En tout cas, pas le film américain. On donne quand même 13 nominations à Emilia Pérez, alors indépendamment de la polémique qu'il y a eu ensuite autour de l'actrice et ses tweets plus que douteux, mais quand on donne quand même 13 nominations à un film qui parle d'une trans, est-ce que c'est quand même un message politique qu'on envoie ou pas du tout? Mais oui, c'est en fait l'Académie, les gens qui votent à l'Académie, ça, ils ont c'est autre chose parce que ça prend aussi en compte des gens à l'étranger. Ils ont agrandi le nombre de votants il y a quelques années. Donc, je pense que la position de l'Académie en général est très différente de la position des studios. D'ailleurs, ils ont voté, ils ont donné 13 nominations à un film qui n'est pas un film américain. Absolument. C'est un film français, après acheté par Netflix pour les États-Unis, mais ils n'ont pas donné ce genre de nomination aux films produits par le studio. Il y a quand même un film, alors qui n'est pas aux Oscars là, mais qui sort ici, c'est Queer, par exemple, avec Daniel Craig, pareil, de la même manière. Est-ce qu'on se dit, malgré tout, c'est aussi ce qui reste de politique dans la grande machine hollywoodienne ou pas? Oui, mais c'est pas la grande machine. Même Queer, c'est un film plus petit, plus indépendant. En fait, la grande machine, c'est de blockbusters. Avec un acteur britannique, d'ailleurs. Oui, c'est des blockbusters, c'est des franchises, c'est de ce qu'on appelle de IP, intellectual property. C'est des films qui sont, on peut dire, safe. C'est des films qui vont pas forcément perdre de l'argent parce qu'il y a déjà une garantie. C'est comme du McDo, on sait ce qu'on va manger. C'est pas forcément très bon, mais c'est pas forcément mauvais. C'est ça aujourd'hui, en tout cas, la politique des 5 majeurs de studios. Alors, en même temps, Jordan Missner, il y a un Make Hollywood Great Again. Trump a missionné alors les vieux acteurs des années 80-90, les Stallone, les Jon Voight, les Mel Gibson. Et on voit bien d'ailleurs, parce que Stallone, c'est l'Amérique victorieuse des Rocky. Mel Gibson, c'est les valeurs de la famille, la religion, c'est tout ce qu'il incarne, Mel Gibson. Pour redynamiser le cinéma américain. Mais en fait, ça veut dire quoi réellement? Est-ce que c'est du flan? Est-ce que c'est du bluff? Mais je pense que c'est pour... En tout cas, l'idée de Trump, son idée de grand cinéma hollywoodien, c'est
effectivement des blockbusters des années 80, de films de Stallone, de Rambo et tout ça. On ne peut pas imaginer qu'il va aller voir The Brutalist et qu'il peut aimer un film comme ça. Donc, en fait, lui, oui, mais c'est en même temps, c'est l'idée qu'il a donnée à l'Amérique. Il veut une Amérique virile, une Amérique blanche, disons blanc, au pouvoir. Et c'est ça l'image qu'il veut donner. Après, mais est-ce que ça veut dire qu'il peut aller jusqu'à faire tourner les studios, en fait, et que des films de ce genre-là, on en retrouve à ce moment-là? Mais non, pas forcément. Je pense qu'il y a une chose qui est vraie, c'est que quand même, il y a eu une tentative depuis 5 ans de diversifier les acteurs, les réalisateurs pour avoir l'inclusion, plus de minorités. Ça, j'ai vu déjà avant l'arrivée de Trump, le deuxième mandat de Trump, le studio, ils voyaient que ça marchait pas forcément au box-office. Et donc, ils étaient déjà, Disney, par exemple, était déjà en train de revoir leur politique d'inclusion en disant, mais en fait, on a fait La Petite Sirène avec une actrice noire et en fait, ça a moins bien marché. Et donc, c'est plutôt au niveau du business qu'Hollywood va changer de politique, pas à cause de la politique. Exactement. Alors, en plus, nous, on a cherché dans l'équipe un film des années Trump 1, en fait, qui pouvait dire, à ce moment-là, Hollywood a résisté. Et en fait, on n'a pas vraiment trouvé. La seule chose qu'on a trouvé, j'ai trouvé que c'était intéressant, c'est Don't Look Up, donc contre le climato-scepticisme, mais Don't Look Up, c'est Netflix, c'est une plateforme. Donc est-ce que ça veut dire qu'on se fait aussi de toute façon des illusions sur ce qu'a été Hollywood pendant la période Trump 1? Ah mais oui, pour moi, Hollywood, depuis déjà, je dirais depuis le 11 septembre, reste au niveau politique, en tout cas, on voit pas de films qui critiquent le gouvernement en place. Quasiment pas. C'est très différent, comme on a dit, des années 70. Je pense que, et même oui, Netflix, en fait, quand Netflix est arrivé, il commençait à produire des films un peu étonnants par rapport au studio. Aujourd'hui, je suis même pas sûr que Netflix aura la même politique. Après, on voit Amazon, Jeff Bezos, qui était présent à l'inauguration de Trump, qui va financer un documentaire de 40 millions de dollars sur Melania Trump. On peut pas dire que Amazon est prêt à produire des films qui vont critiquer le gouvernement en place. Et de moins en moins, puisqu'Amazon a aussi mis encore plus, enfin Jeff Bezos, ses mains dans le Washington Post, encore plus qu'il l'avait fait au moment des élections. Vous nous le disiez à l'instant, si Hollywood fait profil bas, c'est peut-être aussi parce qu'il n'a pas les moyens de faire la fine bouche. Bonsoir Corinne Pellissier. Bonsoir. On est heureux de vous retrouver à Hollywood. Corinne, c'est avec vous que nous suivrons cette cérémonie des Oscars. Alors avant quand même, puisque je vous tiens, racontez-nous d'abord à quoi ça ressemble Hollywood là au moment où on se parle. La cérémonie c'est dimanche. Est-ce qu'on est vraiment dans une ambiance de fête? Est-ce qu'on fait semblant de mettre quand même les petits plats dans les grands? Alors on passe difficilement à côté quand on arrive sur Hollywood Boulevard, il y a des affiches partout, des bouchons. Tout le plan de circulation a été modifié pour finir d'installer les tentes, les barnums qui vont servir pour accueillir les photographes, la presse devant le Dolby Theatre. Pour les nommer officiellement, la campagne est finie, mais c'est un peu comme pour la Fashion Week, jusqu'au bout, il faut continuer à occuper le terrain, se montrer dans les soirées et les dîners. Alors, Corinne, ce qu'on disait à l'instant, donc, c'est que c'était évidemment l'économie qui prime, mais grâce à vous, on va écouter l'état du cinéma, surtout à travers les petites mains de cette industrie. C'est eux qui font ce cinéma, mais c'est aussi ceux qui galèrent réellement. Pour mesurer tout ça, je me suis rendue à la Banque alimentaire des professionnels du divertissement, à l'IATSE, l'International Alliance of Theatrical Stage Employees, syndicat qui représente 177 000 employés dans 13 corps de métiers différents, les petites mains, des machinistes jusqu'aux maquilleurs d'effets spéciaux. Ces locaux sont situés tout près des studios Universal au nord de la ville, dans le quartier de Burbank, sur Olive Avenue, au numéro 2520, où l'un de ses responsables, Corey Moore, nous accueille. Et on écoute votre reportage, Corinne. Pendant 15 ans, il a travaillé dans l'industrie du cinéma à Los Angeles comme régisseur. Mais avec la crise, c'est ici que son engagement syndical a trouvé le plus de sens, en venant en aide à ceux qui ont tout perdu dans les incendies du mois de janvier ou ont du mal tout simplement à joindre les deux bouts. Ici, c'est l'un des locaux d'accueil de notre syndicat. Moi, c'est Mathias. Aujourd'hui, je pense que je vais prendre des produits d'entretien et du papier toilette. Dès qu'une personne passe la porte, on va l'accueillir. C'est très important qu'elle se sente à l'aise, qu'on fasse connaissance avec elle et de savoir de quoi elle a besoin. J'avais besoin d'aide sur quelques produits. En ce moment, le travail, c'est pas ça. C'est très calme. En 6 mois, je n'ai cumulé
n'est que 32 heures de boulot. On est là pour les aider aussi à se repérer. On a divisé le local en secteurs. Il y a les besoins de première nécessité et ce qui pourrait leur être utile dans leur travail. Du fond de teint pour maquiller les acteurs, des boîtes de mascara, du rouge à lèvres. Certains boulots durent une semaine, d'autres un an, mais il est très difficile de prévoir à quel moment vous aurez du travail. Des travailleurs de l'industrie devenus quelquefois à leur tour bénévoles, comme Novana Adams, script pour le cinéma et la télévision. 1 an et demi qu'elle n'a plus mis les pieds sur un plateau depuis le tournage du 2e épisode de la saga Horizon de Kevin Costner. Les résultats décevants au box-office ont stoppé net les ambitions de la production. Il n'y aura pas de 3e volet et en ce moment, Hollywood, ce ne sont pas les missions qui se bousculent dans son domaine. Notre industrie est complètement foutue. On a eu beaucoup de mal à se remettre du Covid, et puis après, il y a eu la grève des scénaristes et des acteurs qui a duré bien plus longtemps qu'imaginé. Et là, j'avoue, je ne suis plus tellement optimiste. Ce n'est pas une question de choisir entre les démocrates et les républicains. Ce qui compte pour nous, c'est de ramener du travail ici. Quand Donald Trump a menacé Hollywood et nous a promis un retour à la flamboyance, ça m'a donné de l'espoir. Je me suis dit que ça allait obliger les démocrates, le gouverneur Newsom, à se relever les manches pour ne pas lui laisser l'avantage sur ce terrain-là. Mais en fait, il n'a rien fait du tout. À 45 ans, Novana se dit, comme beaucoup ici, qu'elle pourrait tout recommencer, changer de métier. Mais cela voudrait dire quitter la protection du syndicat et perdre ses maigres acquis en termes de salaire minimum ou d'assurance santé dans un pays où la facture des soins est bien souvent inabordable. Merci à vous, Corinne. Merci vraiment, Jordan Missner. Le cinéma est foutu, c'est ce que dit cette femme. Oui, et justement, ça c'est une chose intéressante avec l'arrivée de Trump. C'est s'il essaie de ramener du business aux États-Unis, est-ce que, en fait, le problème à Hollywood, c'est pas que le studio fabrique pas de films, c'est qu'il ne fabrique plus à Hollywood. Il fabrique au Canada, en Europe de l'Est, partout dans le monde, parce que c'est beaucoup moins cher. Est-ce que Trump peut essayer d'aider l'industrie avec des aides, avec des crédits d'impôt? Il a déjà donné une crédit d'impôt, une aide en Californie après les incendies. Donc, est-ce que Hollywood va justement, il veut pas trop être contesté, le président actuel, parce qu'il pourrait aider l'industrie à renaître un peu sur place. Et justement, d'ailleurs, il y a un film qui m'intrigue cette année, qui est arrivé pile pendant la campagne, c'est The Apprentice, qui raconte donc Trump calé sous les ailes de Roy Cohn, son avocat, celui qui lui a appris à mentir, celui qui lui a appris à ne jamais se dédire. Un film comme ça, par exemple, qu'est-ce que c'est devenu aux États-Unis? Mais justement, ça c'est un bon cas de censure et ce qui peut se passer d'ailleurs avant l'élection de Trump. De censure ou d'auto-censure d'ailleurs de la part de ce pays, des salles, des producteurs? Oui, c'est pas les producteurs qui ont produit le film, mais en fait il y a un seul distributeur qui était prêt à distribuer le film parce qu'ils avaient peur surtout des procès. Parce que tout de suite Trump il a fait des procès contre le film même dès la projection à Cannes. Après le film est sorti mais dans très peu de salles parce que justement les exploitants avaient peur de programmer le film, mais il a fait très peu d'argent et pour l'instant il est pas disponible en streaming. Donc personne peut voir le film aux États-Unis aujourd'hui alors que c'est quand même un film nommé aux Oscars. Mais qui est réalisé par un Iranien réfugié au Danemark, Ali Abbasi. Donc encore une fois, c'est pas un Américain qui le fabrique ce film-là. Non. Après c'est un scénario scénariste américain d'après un livre écrit par un Américain. Mais effectivement, ils ont peut-être pas trouvé le réal pour le faire qui aurait été prêt parce que tout le monde a peur d'être attaqué. Ce qu'on voit bien dans The Apprentice, c'est que Trump c'est attaque, procès. C'est ce qu'il fait contre ses films. Donc je pense qu'on va pas voir d'autres films comme The Apprentice qui vont sortir bientôt en tout cas. Alors, et par comparaison, est-ce qu'un film comme Civil War, par exemple, a fonctionné aux États-Unis? Est-ce que ça, c'est typiquement le genre de choses que les Américains en ce moment ont eu envie d'aller voir? Ça a mieux marché. C'était pas en carton, mais ça a mieux marché parce que d'une certaine manière, c'est un film apolitique. On ne sait pas qui sont les bons, les méchants. On parle jamais de partis politiques ni vraiment de. Et on ne sait pas pourquoi il y a une guerre civile à ce moment-là. Exactement. Ouais. En fait, c'est très flou, tout en étant très actuel. Après, ce qui est vraiment intéressant, Jordan Missner, quand on voit le cinéma aujourd'hui et dans ce que vous nous dites, c'est que et on le sent depuis que Trump est là, les États-Unis ont dit adieu au soft power. Et c'est peut-être ça aussi l'immense tournant finalement de cette période-là. C'est que le soft power, c'est fini. Le cinéma l'a été de manière grandiose pendant toutes ces dernières années. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on en a plus besoin ou qu'on en a plus envie, en fait. Ouais, c'est sûr en tout cas que Trump, le soft power, ça l'intéresse, mais pas du tout. En fait, il veut justement ramener tout
tout le pouvoir aux États-Unis parce qu'ils se concentrent complètement sur les États-Unis et un peu sur le Canada, le Mexique, sur l'Amérique du Nord. Donc l'idée qu'on va en fait parler au reste du monde en essayant de le séduire avec la culture, de toute façon, on va pas voir ça pendant 4 ans, c'est sûr. Allez, écoutez, on suivra quand même la cérémonie des Oscars pour voir comment ça se passe. Ce sera dimanche soir. Jordan Mitsner, merci beaucoup. Vous êtes critique au Hollywood Reporter. On embrasse, on salue, on remercie aussi Corinne Pellissier qui était avec nous. La suite, ce soir, ça se passe en Bolivie. Dernière escale de la semaine dans ce pays ravagé par des incendies il y a un an et qui craint à juste titre d'en connaître d'autres. Pour aller jusqu'à 19h, le gang habituel commence avec Christelle Robière. Je vous raconterai comment la Corée du Nord a volé $1,5 milliard de en crypto-monnaie. Frédéric Seyss, Le Monde à 18h50. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Fabienne. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, vient d'arriver à l'instant à la Maison-Blanche. Ce soir, comment Trump rabiboche paradoxalement le Royaume-Uni et l'Europe. Et puis la tech, la première, est Stéphane Jourdain. Salut Stéphane. Bonsoir Fabienne. Retour en Californie, seul contre tous et contre Trump. Apple maintient son programme de diversité et d'inclusivité, mais combien de temps va tenir la firme à la pomme? Allez, à tout de suite les amis, avant la prochaine halte autour de la planète, nous passons par l'Écosse, un petit peu par la Cigale à Paris ce soir aussi. Tiens, voici Franz Ferdinand, Night Today, c'est dans la playlist d'Inter. I just here to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other, we turn to test each other, but we lean against each other. I'll never get bored of you or the thing that you do. 'Cause everything that you do keep me addicted to you. Life's never gonna be easy, but if you're living it with me, we're gonna live it up night or day. Well, Et nous sommes en Bolivie pour le reportage d'un jour dans le monde. Ce soir encore, c'est notre dernière étape dans ce pays que nous avons donc traversé au cours de cette semaine et qui a été dévasté par des incendies spectaculaires il y a un an. J'ai donné cette équivalence toute cette semaine, 2,5 fois la superficie de la Suisse partie en fumée et des incendies qui reviennent chaque année. À l'origine, il y a le défrichage généralisé de l'Est du pays pour développer l'agriculture et développer l'élevage. Évidemment, les conséquences, on les connaît désormais. Le reste, c'est Nils Sabin qui raconte. Pour mieux comprendre pourquoi les incendies reviennent à coup sûr tous les ans en Bolivie, il faut se rendre à San José de Chiquitos. Cette municipalité, située à l'est, est celle qui a subi le plus de déforestation de tout le pays ces 20 dernières années. Du côté de l'organisation indigène Turubo de la ville, l'État bolivien est en grande partie responsable de cette situation. Juan Pablo Rojas, responsable de la commission Terre et Territoire de l'organisation. Le gouvernement donne des titres de propriété sur des terres qui lui appartiennent. Les personnes viennent s'installer et elles commencent à tout défricher.
C'est de cette façon que nous avons perdu énormément de forêts dans la région. Lorsqu'Evo Morales, le premier président indigène de la Bolivie, arrive au pouvoir en 2006, il lance un grand programme pour donner des terres aux groupes indigènes et paysans des montagnes et pour agrandir la frontière agricole dans l'est du pays. Cela entraîne une déforestation monstre, car les objectifs de ces nouveaux arrivants sont très différents de ceux des populations autochtones. C'est ce qu'explique Luis Fernando Moreno de l'organisation indigène Turubo. Ce sont des producteurs. Leur mentalité, c'est produire pour ensuite vendre. Nous aussi, nous produisons, mais uniquement pour notre propre consommation. Pour nous, 5 hectares de culture, c'est déjà beaucoup. Mais pour eux, c'est minimum 20 hectares. À ces paysans s'ajoutent les grands producteurs agricoles qui cultivent principalement le soja et le maïs, mais aussi les éleveurs de vaches. Leur point commun à tous, brûler leurs terres pour les rendre fertiles et le peu de précautions qu'ils prennent pour contrôler ces feux. Les feux, ça les arrange, car ça ravage tout sans avoir à utiliser des machines. Et ensuite, ils utilisent la terre brûlée pour les cultures. Dans l'immense majorité des cas, les incendies ne commencent pas dans les communautés indigènes. Pourtant, c'est nous qui en souffrons des conséquences. Jusqu'à l'année dernière, l'amende à payer lorsqu'un feu devenait hors de contrôle était de 20 centimes de dollars par hectare. En clair, il était moins coûteux de payer l'amende après un feu que de défricher une parcelle avec un bulldozer. Pour les communautés, c'est un véritable stress car un feu peut arriver de n'importe où. Pour mieux nous montrer cela, Luis Fernando Moreno nous amène à Taperitas, sa communauté qui se trouve en pleine forêt mais qui est peu à peu entourée par les champs et les pâturages. C'est ce dont témoigne son grand-oncle Benigno Ramos. Il y a des paysans là-bas, par ici et par là. Il y a aussi un ranch par là-bas. C'est comme ça, on est encerclé. À 73 ans, Benigno Ramos est fatigué de devoir contrôler que les feux n'entrent pas dans la communauté, mais il reconnaît que c'est la seule façon de protéger la forêt. Il faut toujours surveiller. Il n'y a pas une année sans incendie. Ces messieurs, ils font des feux tous les ans. On espère qu'un jour ça s'arrêtera, car quand un des feux devient incontrôlable, il rase tout. Et c'est comme ça qu'arrivent les champs, les prairies d'élevage. Il n'y a plus de forêt, ou alors elle met des années à récupérer, et tous les animaux s'en vont. Dans ce coin de Bolivie, les populations autochtones en veulent beaucoup au gouvernement. Celui-ci se dit défenseur des indigènes et de la biodiversité, mais il a fait de la Bolivie le 3e pays avec le plus de déforestation au monde. L'année dernière, les incendies ont été d'une telle ampleur qu'une loi a été adoptée pour augmenter significativement les amendes à payer lors d'incendies volontaires. Mais dans le fond, le modèle prôné par l'État bolivien n'est pas remis en question. La priorité est donnée à la production de vaches, de soja ou de maïs, plutôt qu'à la protection de la forêt et de ses écosystèmes. Nils Sabin pour le reportage et pour les reportages de cette semaine. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Christelle Revière. Et nous sommes d'abord en Roumanie, Christelle, qui a vu partir ce matin 2 hommes poursuivis par la justice. L'influenceur masculiniste Andrew Tate et son frère Tristan sont partis en jet privé, destination Fort Lauderdale, fief de Donald Trump en Floride. Les 2 hommes possèdent la double nationalité américaine et britannique. Ils vivaient à Bucarest depuis quelques années et ils sont poursuivis pour traite d'êtres humains, viol, notamment sur mineurs, et blanchiment d'argent. Leur interdiction de quitter le territoire a été levé par la Roumanie contre toute attente alors qu'ils n'ont pas encore été jugés. Un envoyé spécial de Donald Trump, d'après la presse, aurait forcé la main à ce pays. Andrew Tate, ancienne star du kickboxing, aux propos ouvertement masculinistes, avait été banni d'Instagram et de TikTok pour misogynie. Il est désormais suivi par plus de 10 millions de personnes sur le réseau social X. Il s'y exhibe muscles saillants, fumant des cigares et multiplie les messages homophobes, racistes, parfois aussi violents à l'égard des femmes. La justice roumaine les soupçonne d'avoir dupé plusieurs femmes, les forçant ensuite à participer à des vidéos pornographiques, sans compter les viols et agressions sexuelles, ce qu'ils nient. 4 femmes les poursuivent aussi pour viol au Royaume-Uni et Andrew Tate y a déjà été condamné pour fraude fiscale. Et nous voici en Corée du Nord, responsable d'un vol d'1,5 milliard de dollars. Ce n'est pas le casse du siècle en espèces, mais en crypto-monnaie. 1,5 milliard d'actifs numériques, si l'on en croit le FBI, sur la plateforme d'échange de crypto-monnaies Bybit, un larcin attribué à l'organisation nord-coréenne Trader Traitor, connue aussi sous le nom de Lazarus Group. Le vol aurait eu lieu vendredi dernier. Une fois leur forfait accompli, les hackers auraient rapidement converti une partie des actifs en bitcoin et autres actifs numériques
numérique éparpillé ensuite à travers des milliers d'adresses sur de nombreuses blockchains. Le FBI s'attend à ce qu'il soit ensuite blanchi et converti en monnaie fiduciaire. Le groupe Lazarus s'était fait connaître il y a environ 10 ans, accusé à l'époque d'avoir hacké l'agence de production américaine Sony Pictures Entertainment en guise de représailles après la sortie du film The Interview qui ridiculisait le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. En 2024, un groupe d'experts des Nations Unies sur le contournement des sanctions par la Corée du Nord a estimé que le pays avait volé plus de 3 milliards de dollars en crypto-monnaie depuis 2017, et ce afin de financer le programme nucléaire du pays. Oula, calmons-nous. Nous sommes au Sri Lanka. Où la cohabitation entre les éléphants que vous entendez, les villageois est difficile. Les pachydermes causent de graves dommages aux cultures et aux habitations et le chiffre est vertigineux. Sur les 10 dernières années, les conflits entre les habitants et les éléphants ont causé la mort de 1200 personnes et 3500 éléphants. Le gouvernement vient même de prendre des mesures d'urgence, construire des barrières électriques, déployer des gardes-chasse pour protéger les villages de leurs attaques. Le Sri Lanka, cette île au sud de l'Inde, compte 7000 éléphants. C'est un animal quasi sacré, un trésor national pour les bouddhistes. Et abattre ou simplement blesser l'un d'entre eux est considéré comme un crime par la loi. Merci beaucoup Christelle Robière. Vous partez avec une petite pépite que Chewbacca programme rien que pour moi. D'habitude il m'offre la bicyclette, cette fois-ci c'est la version japonaise du Poinçonneur des Lilas, signé Kenzo Saiki, et Thomas Langlin qui réalise l'émission m'a même mis la phonétique du Poinçonneur des Lilas en japonais. Vous le voulez ? Non, je vais pas oser, je me lance pas, non. Mais non. On adore, mais c'est vraiment top. Kenzo Saiki, le Poinçonneur des Lilas, programmé par Chewbacca. Merci beaucoup sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le Monde à 18h, presque 49. C'est Frédéric Saïs. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Et Frédéric, le Premier ministre britannique Keir Starmer se trouve donc en ce moment dans le bureau de Donald Trump. Les deux hommes échangent sur l'Ukraine et la sécurité. Le paradoxe de Trump, c'est qu'il est en train, malgré lui, de réconcilier les Britanniques et l'Europe. Oui, on croyait le divorce consommé, Brexit négocié, séparation signée, pont coupé. Or, depuis quelques semaines, l'Europe et les Britanniques ne se sont, pour ainsi dire, jamais autant fréquentés. De sommet en réunion pour évoquer la défense et l'Ukraine, à Bruxelles en début de mois, à Paris il y a 10 jours, à
à Londres dans 3 jours, inédit depuis le Brexit. En termes diplomatiques, c'est ce qu'on appelle une détente des relations après l'exécrable ambiance des négociations post-Brexit au début des années 2020. Et donc pour ce rapprochement, on dit merci Donald Trump. Oui, à l'évidence, le président américain y est pour beaucoup. Saboteur en chef du lien transatlantique, Donald Trump reprend le récit russe sur les origines de la guerre en Ukraine. Il refuse de garantir un soutien militaire américain en cas de cessez-le-feu. C'est aux Européens de déployer des troupes, répète Trump. Voilà qui fragilise le parapluie militaire américain sur l'Europe, dont on sent qu'il peut être refermé à tout moment. Menace existentielle pour les Britanniques qui pensaient pouvoir compter ad vitam sur la protection de Washington dans cette special relationship, relation spéciale comme le caractérisent les Anglais d'ailleurs, et c'est révélateur, cette expression n'existe pas du côté américain. Bref, les 2 plus grandes armées du continent européen, l'anglaise et la française, n'ont d'autre choix que de coopérer si l'Europe veut peser face au rapprochement Moscou-Washington. Donc Donald Trump pousse les Britanniques dans nos bras ? Oui, dans les bras de cette Europe certes bureaucratique, certes lente et agaçante, mais finalement ô combien plus fiable. Pour les Britanniques, mieux vaut le fastidieux labyrinthe européen que l'imprévisible bureau ovale. Certes, le rapprochement en cours doit aussi beaucoup à la personnalité de Keir Starmer, le Premier ministre travailliste, donc de centre-gauche, qui est largement moins europhobe que ses prédécesseurs. Mais même l'opposition conservatrice, qui a pourtant toujours été plus proche de Washington que de Bruxelles, est elle aussi en train de basculer sous l'effet de la peur, de la crainte, du vide laissé par Trump, situation résumée avec ironie par le Financial Times. Les conservateurs sont en train de se rappeler que la Grande-Bretagne se situe sur le continent européen. Et pour autant, le Brexit est toujours là et bien là. Oui, Londres est prête à travailler avec les États en Europe, mais pas forcément avec l'institution bruxelloise. Même si de plus en plus de Britanniques considèrent que la sortie de l'Union européenne était une erreur, pour autant, aucun politique ne réclame un nouveau référendum. Ce serait le risque de rouvrir les plaies. D'ailleurs, le Premier ministre Starmer se garde bien d'aller trop loin dans son flirt européen. Il a récemment refusé de créer des visas simplifiés pour les jeunes de moins de 30 ans, ce qui aurait été perçu comme un assouplissement du Brexit. Et puis derrière l'affichage diplomatique, bras dessous avec Emmanuel Macron, Keir Starmer n'en oublie pas une certaine rivalité. Il s'est fait porter pâle au récent sommet sur l'intelligence artificielle organisé à Paris. Et puis le Premier ministre britannique ne désespère pas de séduire Donald Trump, de négocier, pourquoi pas, un accord commercial favorable entre Londres et Washington. Et dans ce scénario, l'Europe paraîtra tout à coup bien moins désirable. En somme, entre Européens et Britanniques, après le divorce, on se reparle, c'est vrai, mais la remise en ménage, ce n'est pas pour tout de suite. Frédéric Seyss, merci beaucoup. Le jeudi, la tech, la première dans le monde de l'IA et du numérique, c'est Stéphane Jourdain. France Inter, le 18-20. Et cette semaine, Stéphane, vous nous emmenez dans les grandes entreprises américaines, notamment les géants de la tech, qui mettent fin les unes après les autres à leur programme de diversité et d'inclusion sous la pression de Donald Trump. Ces multinationales abandonnent les politiques mises en place depuis quelques années, toutes ou presque. Oui, toutes sauf une, Apple, qui mène la fronde. Son assemblée d'actionnaires a décidé mardi de maintenir sa politique volontariste en matière de diversité. Seul géant de la tech a résisté à la pression trumpienne. Si vous prenez les GAFAM, Fabienne, Amazon, Google et Meta ont mis fin à ces politiques depuis quelques semaines et Microsoft avait arrêté son programme dès le mois de juillet. En dehors de la tech, Disney, McDo, Ford, Walmart ou Harley-Davidson ont mis fin à tous leurs programmes de diversité. Et du coup, la résistance d'Apple n'est pas passée inaperçue. Et non, Trump pas content. Et quand Trump pas content, Trump écrit en majuscule sur les réseaux sociaux, je le cite, Apple doit se débarrasser de son programme de diversité. C'est une supercherie qui a fait beaucoup de mal à notre pays. La diversité et l'inclusion, c'est fini. Alors, il faut dire que mettre fin à ces programmes, Stéphane, c'est l'une des priorités. Il a pris plusieurs décrets, Donald Trump, dans ce sens-là. Oui, suppression de tous ces programmes dans l'administration, licenciement des employés impliqués, interdiction de financer ces programmes et surtout, le plus important, interdiction de passer un contrat avec une entreprise qui mène ce type de politique. Et dans cet effort, Trump peut compter sur l'aide d'activistes anti-diversité à qui vous avez pu parler. Oui, ils s'appellent le National Center et leur spécialité, c'est d'acheter des actions dans un grand groupe pour être invités à leur assemblée d'actionnaires et soumettre au vote une interdiction de toute politique de diversité. C'est ce groupe qui a soumis à l'Assemblée d'Apple la proposition qui a été largement rejetée mardi. Et pourtant, Stéphane Padfield, directeur exécutif du National Center, y voit quand même une victoire. Au final, les actionnaires ne sont pas allés dans notre sens. Mais pour nous, c'est quand même une victoire, car tout le monde a parlé de cette bataille. Même Donald Trump, il a fait un message pour dire qu'Apple devait mettre fin à son programme de diversité.
Et le PDG d'Apple, Tim Cook, lui-même a reconnu que le contexte avait changé et que ça aurait une incidence sur les programmes d'Apple. En fait, il faut savoir que nous perdons quasiment systématiquement tous ces votes. Mais ce n'est pas grave, car ils ne servent pas à ça. Ils servent à gagner la partie d'après. Un exemple, l'année dernière, la proposition de couper ces programmes chez Boeing n'a été votée que par 5% des actionnaires. La gauche a fêté ça comme une victoire. Mais un an plus tard, Boeing vient d'abandonner sa politique de diversité. Nouvelle victoire pour ces activistes qui nous expliquent pourquoi ils ont ces programmes dans le viseur. C'est simple, personne ne devrait être discriminé en raison de son genre ou de sa couleur de peau. Cette politique oppose les salariés entre eux et les actionnaires entre eux. Elle accentue les inégalités. Elle favorise un climat de défiance dans l'entreprise. Et à la fin du fin, tout ça va à l'encontre de la loi du marché en laquelle nous croyons. Pour une raison simple, c'est que ces programmes ont pris racine dans une forme de marxisme culturel. Alors Stéphane, ce monsieur, on a bien compris, n'aime pas la discrimination positive. Et pour bien comprendre ce débat, il faut préciser une chose, ces programmes, c'est pas que de l'affichage. Oui, aux États-Unis, quand ils sont mis en place, il ne reste pas lettre morte. Si vous prenez Facebook, la part de personnes blanches est passée de 47% à 38% en 4 ans. Et le nombre de femmes et de personnes noires ou d'origine hispanique a doublé dans l'entreprise aux États-Unis sur la même période. Si vous prenez Apple, la part des blancs dans l'entreprise est passée de 55% à 42% en 8 ans. Mais alors, est-ce que ça veut dire que c'est fini, les politiques de diversité ? Les Américains sont-ils en train de tourner cette page de leur histoire ? Pas sûr du tout, répond l'activiste anti-diversité. Je vais prendre une comparaison qui va parler à vos auditeurs. C'est un peu comme si on avait débarqué sur une plage de Normandie. C'est une très bonne nouvelle, mais ça ne veut pas dire que la guerre est terminée. Loin de là. Les personnes qui pensent que la question est réglée parce que Donald Trump est à la Maison-Blanche et que quelques entreprises ont mis fin à leur programme de diversité se fourrent sérieusement le doigt dans l'œil. Les militants qui défendent ces programmes ne vont pas s'arrêter là. Et alors justement, Stéphane, est-ce qu'ils vont tenir Apple seul contre tous ? On a posé la question à une figure de la Silicon Valley, favorable à ces programmes de diversité et qui connaît très bien Apple, le créateur de l'assistant vocal Siri, Luc Julia. Je pense que ça va tenir au moins un an, hein, puisque la prochaine assemblée générale, ça sera dans un an. Je vois pas pourquoi ça tiendrait pas. Je vois pas de putsch interne qui dit, les gars, il faut maintenant qu'on change et qu'on se mette à aller lécher les bottes à Musk. Il nous explique, avec son franc-parler, en quoi Apple n'est pas tout à fait une entreprise comme les autres. La chose qui est la plus différente par rapport aux autres boîtes de la Silicon Valley, c'est une boîte qui fait les choses en secret, en interne. C'est pour ça qu'ils ont toujours essayé de développer les choses eux-mêmes et de faire tout seul. C'est comme une confrérie, en quelque sorte. Hein. Ils créent leur propre politique, quoi. Et ils n'ont pas besoin de se fondre dans le reste de la Silicon Valley. Ils ont toujours été fameux slogan « Think Different », du temps de Steve Jobs. C'est une boîte un peu spéciale pour ça. Ça m'étonne pas que ce soit eux qui y résistent. Tim Cook, qui a fait son coming out en 2014, c'est de longue date engagé pour la communauté LGBT, mais il était à l'investiture de Trump. Mark Zuckerberg, lui, a participé à plusieurs marches des fiertés à San Francisco, mais il ne jure plus maintenant que pour la masculinité agressive. Pour Luc Julia, les deux personnalités n'ont rien à voir. C'est différent. Tim Cook, lui, il le vit, hein, au jour le jour, on va dire. Zuckerberg, il le joue, et il en joue. Et donc, il faut quand même se rappeler d'où il vient, Zuckerberg. Hein. Le Facebook original, c'est quand même comparer le cul des filles. Hein. Il faut quand même être clair. Donc, je veux dire, point de vue purement moral, je pense que ça n'a à peu près rien à voir avec un Tim Cook. Et pour notre expert, ce retour de bâton anti-diversité ne va pas durer. Je pense que ça va effectivement pas durer. C'est une parenthèse malheureuse, mais c'est une parenthèse. Il y a quand même une histoire dans cette vallée qui date pas d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans. L'acceptation de l'autre, etc. C'est l'ADN, en quelque sorte, de cette région. Le vrai melting pot américain, il est ici. Et il y a un chiffre qu'il faut quand même bien se rappeler, c'est que 62% des ingénieurs de la vallée ne sont pas américains. Bref, il ne faut pas désespérer de la Silicon Valley. Ah bah enfin, voilà. Stéphane, merci beaucoup. Nouvelle. À jeudi prochain, Stéphane.